Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois un hôte qui a plusieurs titres, il a plusieurs chapeaux. Monsieur Bertin Mampaka, il est vice-président du Parlement de la région de Bruxelles. Il est échevin de la ville de Bruxelles. Alors, en charge, je vais citer, tenez-vous bien, des sports, des espaces verts, de l'environnement, de la solidarité internationale, de l'énergie et de l'équipement communal. Ça va, monsieur Mampaka? Ça va très bien. Vous avez les épaules larges, donc vous devez porter facilement vos responsabilités. Et tout n'est pas dessus d'ailleurs. Ah, en plus, d'accord. Tout n'est pas dessus et on exerce, je veux dire, en tant qu'échevin de toutes ces compétences, on se retrouve de facto président de différentes institutions publiques qu'on préside, de ce fait pour lesquelles vous avez une responsabilité juridique et pénale réelle. Et c'est là qu'il y a vraiment la dépense de l'énergie. Alors, vous êtes dans un parti qui s'appelle le Centre démocrate humaniste. C'est ça. Voilà, notre parti s'appelait avant le Parti social-chrétien, l'équivalent de ce que le CDU de Angela Merkel aujourd'hui, l'équivalent de ce qu'était le parti de Yves Leterme qui est chez vous à Paris, c'est-à-dire le CDNV. Le mouvement social-chrétien en Europe pendant longtemps était au pouvoir après la guerre. Et nous, dans la partie francophone de la Belgique, nous nous sommes rendus compte que le lien, je veux dire, à l'Église et tout ça, tout ce rapport n'était pas tout à fait, je veux dire, transparent et clair. Et l'évolution d'ailleurs de notre offre, de notre projet social n'était plus le même que celui que nous avions conçu au lendemain sorti de la guerre. Et puis une dame avec qui je travaille énormément, à qui nous devons d'ailleurs l'ouverture de la diversité des minorités subsahariennes et marocaines dans toute la Belgique, entre autres. Joël Milquet a été chargé par les anciens de ce parti, j'y étais déjà membre, l'ancien PSC, de moderniser notre offre. Nous avons fait des enquêtes, nous nous sommes rendus compte que les gens aujourd'hui ne se déterminent plus à gauche ni à droite. C'est de l'archaïsme pour nous autres. Les gens se déterminent par rapport à l'intérêt. Parce que c'était ça ma question, j'allais vous demander, quand vous regardez l'offre politique en France, vous vous situez de quel côté, UMP ou PS? On dirait par sympathie, d'ailleurs on a apprécié beaucoup la position de François Bayrou, que nous côtoyons, moi pas personnellement, mais disons les autres cadres de mon parti. Nous sommes logiquement un peu, si on voulait un peu transposer notre situation sur votre situation française, l'équivalent du MoDem, mais sans être tout à fait le MoDem comme tel, avec une spécificité qui est la nôtre, que nous cessons de répéter à tue-tête en disant que aujourd'hui, il ne faut pas opposer la lutte de classe, l'ouvrier avec le patron. Aujourd'hui, l'ouvrier est détenteur parfois des actions de la société dans laquelle il travaille. Alors comment est-ce qu'on peut faire une synthèse, une fusion de toutes ces positions qui ont évolué aujourd'hui? Et nous avons pensé que les centres démocrates humanistes, dont l'homme est la préoccupation essentielle de l'action politique que nous menons, était la meilleure appellation. Nous l'avons fait depuis pratiquement 10 ans. Aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de mon parti. Et je suis parmi les 8 personnes qui ont dû présenter le programme complet du CDH à Bruxelles au Palais des Congrès il y a 10 ans. Joyeux anniversaire pour le parti. Et maintenant, pour en revenir à la vie interne du parti, vous êtes originaire de la République démocratique du Congo, pourtant vous occupez des fonctions éminentes, je les ai rappelées en début d'émission. Comment on arrive à le faire? Pourtant, vous n'êtes pas né à Bruxelles, vous n'êtes pas né en Belgique. Moi, je n'ai pas le privilège d'être né à Bruxelles, mais je suis quand même né au Congo belge. Je rappelle souvent mes concitoyens. Pour faire un jeu de mots, parfois je dis que je suis un belge des souches, parce que je suis né avant 60. Mais on ne m'a pas demandé mon avis si je devais rester congolais ou belge. Et puis je suis venu faire des études en Belgique comme tout le monde, voilà. Et puis j'ai consommé local, comme on dit. Donc la Belgique est un pays riche où on trouve toutes les ressources. Je me suis marié en Belgique, je me suis fait mes études en Belgique, j'ai été diplômé en Belgique, et la Belgique me permet d'occuper les fonctions que j'occupe aujourd'hui. Comment est-ce qu'on y arrive? C'est à partir du moment où on fait la rupture à un moment donné. On se dit, je suis originaire d'un pays qui est immensément riche et scandaleusement pauvre par rapport à ses habitants. La RD Congo. La RDC Congo. On se dit, mon père y a participé, il était député sous l'époque de Mobutu. Ma famille est une famille, je veux dire, coutumièrement dirigeante. Nous avons été des collabos pendant la colonisation, j'aime bien le dire et le répéter, pour dire que nous avons des responsabilités dans l'évolution tous. Il n'y a pas qu'un individu dans l'évolution de la décolonisation au Congo comme dans d'autres pays. Et alors je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je vais devoir attendre aller occuper le poste de mon père parlementaire au Congo, et que j'avais des choses à porter au cœur, en capitale de l'Europe. Voilà comment est-ce que je me suis investi dans le TDC. Pourtant, en France, même avec cette volonté-là, on ne se retrouve pas chef d'un parti, ou alors portant des responsabilités aussi éminentes que les vôtres. Il y a une espèce de plafond de verre qui fait qu'on n'y arrive pas. C'est le plafond de verre que nous devons casser. Je pense que l'élite... Vous avez réussi à le casser? Je ne sais pas si j'ai réussi à le casser, mais j'ai vu mademoiselle qui est candidate sur la liste du MR qui passe avant moi. Je me vantais d'être un peu celui qui a donné envie et goût à beaucoup de candidats de pouvoir s'impliquer aujourd'hui. Je vais les compter au niveau des municipales pour cela, parce que quand je me suis présenté en
89, 99, dites-vous 89. 89, n'est-ce pas? Quand je me suis présenté pour la première fois, les Congolais me disaient, mais tu as osé. Osé quoi? Mais qu'est-ce que j'ai osé? J'ai osé me présenter sur les listes. L'objectif était celui de libérer un peu les chaînes des Africains qui s'étaient liés eux-mêmes les chaînes, qui s'imaginaient que la politique était simplement la spécialité, l'apanage des autochtones. Celle d'aller coller les affiches. Voilà, d'aller coller les affiches. Moi, j'ai collé les affiches. Il faut commencer par coller les affiches pour apprendre d'abord. Mais si on ne fait que ça, finalement, voilà. Oui, c'est vrai que c'est un peu limité. Coller les affiches et devenir un pilier de la section du parti dans laquelle vous êtes. On nous reproche souvent de ne pas être assez assidus dans notre engagement. Dès qu'on vous traite de noireaux, de négros, de je ne sais pas quoi, on se dit ils sont racistes, on s'en va. Moi, j'ai été injurié dans tous les sens. Ça continue dans les médias et tous les jours. Je ne dis pas que j'ai la carapace pour ça, mais vous avez les épaules larges, donc ça va. Je ne sais pas. On est tous des humains. On sent les injures, on sent l'injustice, on sent la discrimination, quel que soit le niveau de pouvoir dans lequel on se trouve. Et je me suis dit, je mourrai là, parce que je suis là, je mourrai là, je peux faire mourir debout. Et pour mourir debout, il faut s'engager politiquement, sans faire la guerre à personne, mais en servant le parti, en portant les idéaux du parti. Et le citoyen finit par vous faire confiance. Attention, l'enjeu pour nous, ce n'est pas d'être élu par les nôtres, c'est-à-dire des minorités subsahariennes. L'enjeu, c'est d'être élu. Oui. Je crois que ma première cible électorale, c'est d'abord le membre au CDH blanc qui a sa carte, qui me pratique depuis 20 ans dans ce parti. S'il ne vote pas pour moi, comment voulez-vous que le type d'origine polonaise, devenu belge depuis 6 mois, que je rencontre dans la rue, aille voter pour moi, si le belge de souche, qui a une histoire commune avec mon pays d'origine, ne me fait pas confiance pour aller gérer la chose publique. Donc c'est ça le défi. Est-ce que le fait que vous ayez été sportif vous-même vous facilite cet esprit de fair play que vous manifestez vis-à-vis de... Sincèrement, je crois que c'est le fait d'avoir vécu à côté d'un père politicien. Pardonnez-moi de vous le dire, je pense que il y a des jeunes qui se transmettent, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, j'ai vu mon père faire de la politique, j'ai vu mon grand-père la faire, j'ai vu l'entourage le faire, j'ai été cadre supérieur d'une société britannique de la British American Tobacco, j'ai vu un oncle à mon père venir me dire, j'étais cadre supérieur, ma position enviée par tous mes amis, j'ai vu un membre de ma famille venir me dire, ça c'est pas le travail qu'on fait chez nous. J'en étais tellement perturbé que j'en ai parlé à mon père. Il me dit, il veut te dire que chez nous, on fait la politique. Donc voilà pourquoi est-ce que je pense que sur les 12 enfants de mon père, je me sentais le devoir de porter le flambeau et de continuer son métier. Et il y a des enfants qui continuent le métier de papa comme boucher ou comme autre chose, homme d'affaires. Moi, je pensais que celui-là était un métier qui n'était pas si mauvais et surtout qu'il y avait des enjeux très importants et des défis à relever. Est-ce que ce serait un secret que de dévoiler le sport que vous avez pratiqué? Je ne suis pas un super grand sportif, mais quand j'étais aux humanités ou quand j'étais à l'école, j'ai fait tous les sports. J'ai fait de l'athlétisme, du 400 mètres plat, j'ai fait du 200 mètres, j'ai fait du 800 mètres, j'ai fait du donc volleyball. La résistance, vous connaissez? Je fais du basket, j'adore la boxe, mais mon sport préféré aujourd'hui c'est la boxe. J'organise à Bruxelles, avant Roland Garros bientôt, le deuxième WTA avec les meilleures joueuses du monde à Bruxelles dans une semaine, c'est-à-dire le 19 jusqu'au 26. J'aime le sport des combats, je ne vais pas vous mentir que je les aime tous, mais actuellement, le sport que je pratique, c'est du spinning, parce que ça, c'est un sport de fainéant. Oui. D'accord, merci. Maintenant, pour en revenir à la coopération, puisque vous participez également comme échevin, ça fait partie de vos compétences, la solidarité internationale. Quand vous observez la vie politique en RD Congo, qu'est-ce que vous vous dites? C'est désespérant ou alors on continue d'essayer de reconstruire les murs? Je suis un Congolais marié à une femme d'origine belge, un des Congolais les plus malheureux quand la Belgique ne s'entend pas avec le Congo ou quand le Congo ne trouve pas sa place au sein de l'Europe. Je suis profondément affligé, attristé, peiné. J'éprouve une douleur presque physique de voir un peu que l'élection qui devait conduire à soit une alternance, soit une consolidation des efforts qui ont été faits en termes de reconstruction du pays aujourd'hui se traduit en comment on appelle, un gâchis à tout point de vue. J'ai fait une déclaration clairement. J'étais le premier à dire que, comme il y avait contestation, il fallait faire pas un deuxième tour d'abord, mais il fallait procéder à un recomptage de voix. Je pense qu'il fallait faire un recomptage de voix pour permettre à celui qui serait désigné, si c'est le président Kabila ou Tshisekedi, dans le cas du président Kabila, ça lui aurait libéré totalement les mains pour pouvoir avoir les 5 ans, pour pouvoir continuer son œuvre, son travail d'achèvement sur la reconstruction. Si c'était M. Tshisekedi, ça aurait été l'alternance telle que vous l'avez vécue. Il fallait faire un recomptage de voix. Je trouve que ça n'a pas été fait. Et j'ai même suggéré, je peux le dire 4 semaines avant le fils de M. Tshisekedi, carrément, à défaut d'un recomptage de voix, qu'il fallait absolument peut-être imaginer, pourquoi pas, un deuxième tour.
Mes propos ont été repris par Félix Tshisekedi et d'autres, et je trouve qu'aujourd'hui c'est un gâchis. Le fils d'Étienne Tshisekedi, qui est élu parlementaire lui-même et qui représentait le mouvement de son père à Bruxelles. Il a fait cette intervention 4 semaines après la mienne, mais vous savez, quand la foule, et la rue et l'opinion décident que nous sommes dans un pays où il y a des règles, des institutions qu'on doit respecter, l'expression d'un mécontentement doit se faire en respectant la loi. Il nous reste moins de 3 minutes, mais j'avais commencé à vous en parler. J'y reviens sur la France, la politique en France. Vous avez dû suivre un peu le débat sur le droit de vote des étrangers. La France est un modèle, c'est une passion pour nous les francophones de Belgique de regarder. Nous avons suivi. Certains ont dit que vous alliez intégrer la France. On est loin d'arriver à cette situation. Vous savez, les compromis à la belge, c'est traditionnel. C'est tout à fait normal. Barque de Wever ne cesse de grandir, mais nous avons trouvé les moyens de satisfaire aux revendications des Flamands, de la périphérie et d'ailleurs, sans nécessairement diviser le pays. Nous avons découpé les compétences pour permettre à chacun de pouvoir mieux gérer, je vais dire, ses responsabilités. C'est d'ailleurs le terme que nous utilisons. Nous avons consacré quelques milliards aux régions en responsabilisant davantage les gens pour ce que nous ne pouvions pas gérer ensemble. Je ne pense pas qu'il y aura coupure de la Belgique. Je pense que de cette situation, mon pays sort quand même, la Belgique, je parle de ce pays, sort quand même fortement affaibli. Notre position de capitale européenne devrait nous permettre davantage de briller à travers le monde, et ce qui se passe chez vous en termes d'alternance, le débat politique, la richesse de la controverse, les programmes, même si certains disent que d'autres n'en ont pas, etc., etc., tout ça nous inspire fortement, surtout nous les francophones. Mais pour revenir sur un point qui a été vraiment un point de clivage entre la droite et la gauche, entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, celui du droit de vote des étrangers, comment vous avez vécu cette discussion, cette manière de s'écharper sur une question qui semble résolue au niveau de la Belgique? Elle est résolue au niveau de la Belgique. Moi, je suis en campagne électorale dans 4 mois et les citoyens du monde, je dis bien du monde, de la planète Terre, qui vivent chez nous depuis 5 ans, ont le droit de voter comme les Belges qui sont nés depuis 18 ans. Donc j'ai trouvé que vous êtes vraiment en France pour une grande démocratie. Pardonnez-moi, je vais être désagréable avec vous, quand même en retard, très très en retard. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le débat a commencé, ça pourra déboucher sur... Quand on a vu ce débat-là, j'avais une grande admiration pour Nicolas Sarkozy. Je connais moins François Hollande. Et j'ai trouvé que la France ne donnait pas une image. Je veux dire, c'est quoi encore vos devises? Liberté, fraternité... Liberté, égalité, fraternité. Égalité, fraternité. C'est comme la lèvre, mais pas la bière. Oui, c'est comme la lèvre, mais pas la bière. Avec ces gens, cette devise, et je trouve qu'être un des pays au cœur de l'Europe, un moteur de l'Europe, à remettre ce débat dans ces conditions-là, avec une droitisation, une récupération de termes de Marine Le Pen, vous voyez que ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et je félicite tous les Français qui ont fait un choix de l'alternance. Et j'avais dit que j'allais boire une double bouteille de champagne. Je ne l'ai pas encore bu pour encourager François Hollande. Nous l'achèterons tout à l'heure au sortir de l'émission. Mais je n'oublie pas, je ferai un clin d'œil à François Bayrou qui a fait un choix convenable en votant lui-même pour le candidat de l'alternance et du changement, parce que je trouve malheureusement que la France avait pris un virage un peu comme les Américains l'avaient prise à l'époque, de devenir un pays qui voulait être le soldat du monde sans nettoyer sa propre maison. Merci beaucoup, Monsieur Berthem Mpaka. Je rappelle que vous êtes vice-président du Parlement de la région de Bruxelles, que vous êtes également échevin de la ville de Bruxelles en charge des sports, des espaces verts, de l'environnement, de la solidarité internationale, de l'énergie et de l'équipement communal. Je suppose que si j'ai vexé quelqu'un, je parle à titre personnel ici, c'est pas le vice-président du Parlement qui parle. Nous l'avons bien remarqué. Merci encore une fois. C'est le candidat, voilà. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.